Bon, allez, on va dire que c'est bon, que c'est let's go, que c'est parti. Merde. Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo top 10 des films de 2021. J'ai vu 61 films, je suis assez content du résultat, surtout au vu de l'année passée quand même, 4 mois et demi sans cinéma, enfin sans salle de cinéma parce que les plateformes ont quand même produit et proposé des films, mais sans la salle de cinéma, ça nous a manqué, ça nous a tous manqué, et on était très heureux de revenir cette année pour voir des films, et vraiment je trouve que cinématographiquement parlant, on a eu une année merveilleuse. Pour le reste, en ce qui me concerne, ça va, j'ai passé une très bonne année, comme le prouve cette vidéo. Voilà, j'ai fait une vidéo, chaque jour je fais 1 seconde de vidéo. Et vous savez quoi, aujourd'hui, c'est vous. Faites coucou à la caméra. Vous y êtes. Vous êtes magnifique. C'est ridicule. Cinématographiquement parlant, l'année a été vraiment excellente, je trouve. On a eu beaucoup de très bons films, notamment de très bons films français. Le temps que les grosses productions américaines arrivent courant de l'été, la France a eu quand même 2 mois où est-ce qu'elle a pu proposer beaucoup de riches expériences. Certains sont dans le top, d'autres n'y sont pas. Je pense par exemple au Dernier Voyage, qui malgré une esthétique assez belle, pêche un petit peu au niveau du scénario, au niveau de la narration, mais on sent qu'il y a une volonté de bien faire et on sent que le film veut proposer quelque chose. Mais si on peut parler d'un autre film français que j'ai beaucoup aimé cette année, on a par exemple Teddy, des frères Boukarma. J'espère ne pas avoir écorché le nom. Le cinéma de genre français a été quand même pas mal représenté cette année. On pense évidemment à Titane, mais pour ma part j'ai préféré Teddy. Bon voilà, Teddy n'est pas dans le top, mais tout ça pour dire que le cinéma français s'est quand même pas mal débattu cette année. Malheureusement, comme chaque année, il y a des films que je n'ai pas eu le temps de voir avant de boucler ce top, et des films qui auraient eu, à mon avis, leur chance dans celui-ci. Alors tout d'abord, il y a la Snyder Cut. Alors là, c'est totalement ma faute. J'ai attendu le cut pendant des années, j'ai fait partie de ceux qui ont manifesté sur les réseaux sociaux leur envie de l'avoir. Et quand c'est sorti, j'ai pas pris le temps. Voilà, de toute l'année, j'ai pas pris le temps de regarder cette version. Voilà. Donc ça n'y est pas. Dans les films que je n'ai pas vu non plus, il y a La Panthère des Neiges. Alors j'avais pas particulièrement envie de le voir, mais disons que quand le film est sorti, c'est pas que j'ai eu beaucoup de bons retours, mais disons que le peu de retours que j'ai eu était vraiment très élogieux. Donc ça m'a donné un petit peu l'envie de découvrir le film, mais malheureusement sur la fin de l'année, ça a été compliqué. Ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas pu voir Belle de Mamoru Osada, ce qui me peine un peu, on va dire, pour ne pas être vulgaire, parce que la monétisation, c'est pas vrai, je ne touche pas d'argent avec mes vidéos YouTube. Mamoru Osada, qui est un réalisateur d'animation japonais, que j'aime énormément, voilà, que ce soit évidemment pour les enfants loups, je trouve qu'il a vraiment su incorporer une poésie et une approche que j'ai énormément aimée, mais surtout, mais j'en avais parlé il y a quelques années, très mal, Le Garçon et la Bête, que j'avais trouvé vraiment fantastique. Je suis un petit peu deg d'avoir raté Belle. Et enfin, le dernier film qui, à mon avis, aurait vraiment pu rentrer dans ce top, c'est Memoria. Là encore, j'attendais pas particulièrement le film, mais depuis cette fin d'année et début d'année, je vois des gens parler du top film et le placer assez haut quand même. Et ça me fait dire que c'est dommage, parce que je pense que le film aurait vraiment pu me plaire, surtout au vu de son sujet et de son approche. Maintenant, on va parler un petit peu des outsiders. Parce que comme je l'ai dit, on a passé une très bonne année cinématographiquement parlant, et j'ai eu beaucoup de mal à finir ce top, à le boucler. Donc je vais vous parler d'abord des films 20 à 11, très rapidement, parce que sinon cette vidéo va faire des heures, déjà qu'elle doit faire dans les 40 minutes je pense. Tout d'abord, on a Où est Anne Frank, dernier film d'Harry Feldman, qui nous avait déjà fait un excellent film d'animation avec Valse avec Bachir, que je vous encourage vraiment à voir. C'est peut-être moins fort, mais je trouve que le film est assez juste dans sa manière de traiter le sujet du racisme, de voir comment les mentalités ont évolué ou pas en plus de 80 ans. Je l'ai vu avec des amis, eux trouvent que ça a été fait de manière plutôt maladroite, mal amené, ou alors trop en surface. Moi je trouve que justement il trouve le parfait équilibre, il arrive à vraiment approcher la thématique avec beaucoup de douceur et surtout
beaucoup de poésie. C'est ce que j'aime dans son cinéma et c'est ce que j'ai énormément aimé dans ce film. En 19e position, Matrix Résurrection. J'ai fait partie de ceux qui ont bien aimé cette suite. Effectivement, elle est en dessous des 3 films, la trilogie que j'aime énormément. J'ai eu l'occasion de la revoir et de réévaluer Reloaded, par exemple, que j'avais pas trop aimé la première fois. Résurrection, c'est une approche vraiment osée. Les 40 premières minutes, c'est fou que Lana Wachowski ait vraiment réussi à faire ce qu'elle a réussi à faire. Je suis plutôt vague, c'est imparfait, mais c'est incroyable. C'est vraiment une des suites les plus osées qui existent, et vraiment je pense que c'est un des blockbusters les plus intelligents, en tout cas les plus audacieux qu'on ait pu voir ces dernières années. En 18e position, The Sparks Brothers. Edgar Wright, l'un des 2 films qu'il a fait cette année. Je vais aimer Last Night in Soho, mais j'ai préféré The Sparks Brothers. Wright va revenir pendant 2 heures sur un groupe génial, avec son approche qui lui est si particulière. On retrouve le cinéma de Wright dans un documentaire. C'est fun, c'est drôle, c'est très bien rythmé. Je vous encourage à le voir parce que le film n'a vraiment pas eu énormément de distribution. Je pense qu'il a fait moins de 5000 entrées en France. Vraiment, c'est une petite pépite. Si vous avez un jour l'occasion d'avoir la main dessus, jetez-vous dessus. En numéro 17, Nomadland de Chloé Zhao. Elle a gagné l'Oscar du meilleur film, qu'elle n'a pas volé, je trouve. C'est un film assez beau, assez lancinant, un road movie un petit peu, beaucoup de douceur, pas grand chose à dire. En 7e position, Summertime, que j'ai découvert un peu par hasard. Là encore, c'est parce que j'ai eu pas mal de bons retours que je suis allé le voir. Et vraiment, qu'est-ce que j'ai bien fait. On va suivre une journée d'une vingtaine de personnages à Los Angeles qui pour chacun ont écrit un poème pour retracer un petit peu leur vie, poème qui va être ou lu ou chanté. On va suivre tous les personnages et c'est un film assez good vibes et surtout la plus grande force du film ce sont ses personnages. Je pense par exemple au personnage qu'on voit dans l'affiche du film. C'est un personnage qui dans ses premières apparitions, en tout cas pour ma part, était un personnage que j'ai très vite pas aimé, parce qu'il est assez superficiel, toujours en train de critiquer, à se croire au-dessus de la masse, mais au final le film va totalement le développer, notamment dans un dernier acte que je trouve très touchant, où ce personnage, ainsi que tous les personnages qu'on a rencontrés au préalable, vont parler un petit peu de leur mal-être, vont vider leur sac, et ça, ben voilà, quand les personnages vident leur sac, ben je trouve ça toujours beau, et quand c'est bien fait, et ben c'est bien fait. Donc 7e position, Summertime. En 15e position, 5e set de Quentin Reynaud, un film de tennis. Alors je suis pas particulièrement fan de tennis, mais là pour le coup le film est vraiment réussi. Que ce soit en termes de réalisation, qui va avoir une approche assez documentaire, ce qui fonctionne vraiment, notamment dans les matchs de tennis qui sont très bien mené, enfin il y a vraiment une tension et surtout l'énorme point fort c'est la performance d'Alex Lutz qui vraiment est fantastique dans ce film. J'espère que à défaut de gagner un César, il va au moins être nommé parce que là il a fait une prestation fabuleuse. En 14e position, The Father de Florian Zeller. The Father qui a gagné l'Oscar du meilleur scénario, qu'il mérite totalement, ainsi que l'Oscar de la meilleure performance masculine par Anthony Hopkins, que là aussi il mérite amplement. The Father, ça a été vraiment le premier film coup de poing que j'ai vu, parce qu'il est sorti une semaine après la réouverture des salles de cinéma. Vraiment c'est un film très fort, même si on peut lui reprocher peut-être de ne pas assez profiter du médium cinématographique. Effectivement le film va beaucoup fonctionner grâce au montage pour quelques idées de mise en scène qui à mon avis doit être encore plus impactant que par rapport à la pièce de théâtre, mais outre ça, est-ce que la transposition avec le cinéma apporte tant que ça? Je sais pas. C'est pour ça que voilà, il est pas dans le top. C'est parce que je trouve qu'en termes de cinéma, et vraiment en termes de cinéma, je sais pas s'il y a un vrai plus par rapport à la pièce de théâtre, qu'évidemment je n'ai pas vu. Néanmoins, ça reste un très bon film avec une performance incroyable de la part d'Anthony Hopkins et surtout vraiment un scénario très bien ficelé et une narration impeccable. En 13e position, Luca d'Enrico Casarosa, le dernier film Pixar sorti sur Disney+. Quand on voit comment Raya a marqué les esprits, on voit que Disney+ fait très bien de mettre des films sur plateforme et de ne pas les sortir sur un écran. Bon, on va être honnête, Luca ne va pas briller par l'originalité de son scénario, mais c'est pas si grave
parce que j'ai passé un très bon moment devant. Je m'attendais pas. C'est plein de douceur envers les personnages, envers l'animation, envers l'ambiance. C'est touchant. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si haut dans le top, mais Luca, c'était bien. Mais après, bon, c'est Pixar, donc forcément, quand c'est Pixar, c'est bon. En 12e position, les Mitchell contre les machines de Michael Rianda et Jeff Rowe. Je suis toujours si mauvais en termes de nom. C'est une merveille d'animation, même s'il y a un autre film dont on va parler plus tard en termes d'animation. C'est drôle, c'est bien rythmé, c'est touchant, peut-être moins que Luca, mais en tout cas ça compense par l'animation qui est juste folle. La direction que prend Sony Animation depuis Spider-Verse et en ayant à leur côté Lord et Miller, bon, là, pour ces deux films, en tant que producteur, ça apporte un vrai plus. Il y a une vraie liberté créative qui se forme dans cette équipe, qui se forme dans ce studio, qui fait énormément de bien à voir. Juste hâte de savoir jusqu'où ce studio va aller, et est-ce qu'il va réussir à influencer d'autres studios, que ce soit le traitement de l'image, que ce soit celui du rythme. Lord et Miller est probablement un des meilleurs duos américains qui sont arrivés, et ils ont énormément apporté au cinéma, notamment le cinéma d'animation, et dès qu'ils touchent un film, ça devient de l'or, donc franchement c'est super. Les Mitchell contre les machines, 12e position. Et enfin, avant d'attaquer le top 10, le dernier duel de Ridley Scott, un film qui de base n'avait rien pour me plaire, ni le sujet, ni le réalisateur, ni l'époque, et qui pourtant a énormément bataillé pour se retrouver à la 10e place. Ridley Scott, je sais pas, 80 ans, toujours en aussi grande forme, en tout cas pour ce film. C'est puissant, c'est bien exécuté, c'est prenant, et surtout c'est fort, c'est très très fort. Donc vraiment le dernier duel, si vous ne l'avez pas vu, pour X ou Y raison, malheureusement, parce que la distribution là encore a été plutôt faible, essayez de le rattraper parce que ça vaut vraiment le coup. Mais du coup, c'est bon, on va enfin attaquer le top 10, on va pouvoir se calmer un petit peu, mais pas trop, parce que sinon cette vidéo va faire des heures encore une fois. Bon c'est parti. En 10e position, Boîte noire de Yann Gozlan, ou Gozlan, je sais pas comment dire. C'est le 3e ou 4e long métrage du réalisateur, mais c'est le premier que je vois, et le film a eu un plutôt bon succès, ce qui est génial parce que c'est vraiment un film qui mérite le succès qu'il a eu. Boîte noire, c'est l'histoire d'un type qui est un petit peu surdoué dans sa catégorie. Il doit en fait écouter, analyser l'audio d'enregistrement d'appareils volants, parce qu'il n'est pas que dans les avions, pour essayer de savoir d'où vient le problème. Et là, le problème, c'est qu'il y a un avion qui crache, et mon ordinateur aussi, et il doit démêler le vrai du faux et de savoir qu'est-ce qui se passe. Sauf que il se passe qu'il y a un petit truc qui cloche, et il va mener son enquête. Et c'est passionnant. Le gros défi de ce film, selon moi, c'était pas tant d'un point de vue technique, parce qu'en France on a de très bons techniciens, ça a été prouvé il y a 2 ans avec Le Chant du Loup qui était vraiment fantastique là encore. Je me posais pas trop la question par rapport au son, s'il allait être réussi, parce que c'était un petit peu évident, et c'était vraiment le point marketing numéro 1 de ce film. C'était oui, vous allez vous prendre une expérience sonore très forte, mais c'était vraiment au niveau de l'histoire. Et c'est vraiment bien écrit. Déjà, c'est pas manichéen, et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que le personnage se trompe parfois. C'est là où est-ce que je regrette un petit peu le choix de casting, parce que j'aime beaucoup Pierre Ninet. Et du coup, je lui place ma confiance directement, alors que le film te dit peut-être crois pas tout ce qu'il dit. Des fois, il va se tromper, des fois, il va devenir parano. Pour moi, la plus grande force de ce film, c'est son intrigue. Elle est vraiment haletante. Tu as envie de suivre en même temps que le personnage son enquête, les conclusions de son enquête, où cela le mène, quel personnage il va rencontrer, par où il va passer, et surtout le film va le faire douter, va le faire échouer, et c'est vraiment très bon et très juste d'avoir adopté ça, parce que je craignais un petit peu une approche où il est surdoué, donc il a raison surtout, ce qui était un petit peu le cas du Chant du Loup, mais qui était du coup compensé par ses relations avec les autres personnages et par le monde qui l'entourait. J'ai trouvé le film très réussi, les acteurs sont vraiment au top, et la réalisation va être très très propre,
très léché, qui va du coup accompagner le film au niveau de la précision, au niveau de certains détails. Juste, ça me vient, il y a une scène que je trouve particulièrement belle, c'est la scène du répondeur, pas trop révélée, que je trouve fantastique et qui te prouve à merveille comment le hors-champ et l'imagination du spectateur peut renforcer une scène et la rendre émotionnellement très forte. On va attaquer du coup le numéro 9. Numéro 9, Benedetta de Paul Verhoeven. C'est le premier film que je vois du réalisateur et oui, il me manque beaucoup à rattraper, même si j'ai vu plus tard Showgirl, qui n'est pas son meilleur, mais qui n'est pas si mauvais que ça non plus, mais bref, on s'égare de Benedetta. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, qui va du coup retracer l'histoire de sœur Benedetta, une sœur du XIVe siècle, magnifiquement interprétée par Virginie Fira, qui est fantastique, qui va révéler être sous possession du Christ, avoir des pouvoirs, et du coup la religion va se mêler de ça, parce que quand même elle fait des choses qui sont pas très catholiques. C'est marrant parce qu'elle est catholique en fait, mais elle fait aussi des trucs pas très catholiques. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche qu'avait Paul Verhoeven, c'est au niveau de l'angle et au niveau de l'attaque qu'il avait. C'est un film à charge contre la religion, le fanatisme et les autorités, mais jamais contre la foi. Et c'est là où je trouve que c'est quelqu'un qui va trouver l'équilibre très bon entre ça, et je n'ai jamais trouvé le film grossier dans son exécution. Je trouvais le film très juste, très fort. Et vraiment, là encore, très bien exécuté. Je pense avoir fait le tour, donc on peut aborder le numéro 8. Numéro 8, Annette de Léos Carax. Oui, bon, alors je viens de vérifier, pour éviter que je le dise, tous les films dont je vais parler, c'est le premier film que je vois du ou de la réalisatrice. Voilà, donc c'est pas la peine que je le dise à chaque fois. Voilà, comme ça c'est dit. Le grand retour de Léos Carax, qu'on n'avait pas revu depuis 9 ans. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, et qui nous défonce la gueule par un film incroyable. C'est le film qui a ouvert le Festival de Cannes, et encore plus que ça, c'est le film qui a gagné la palme de la mise en scène. Et bon sang qu'il mérite ce prix. En fait, je trouve qu'il y a une beauté dans ce film sur chaque scène. En fait, c'est un film très généreux dans ce qu'il offre, mais aussi extrêmement ingénieux dans sa manière de filmer les choses. Il va totalement se servir de la comédie musicale évidemment pour faire des envolées musicales, mais aussi des envolées avec sa caméra, où il va se permettre des plans, des doubles expositions par exemple. C'est un film qui a une créativité sans limite, qui est vraiment fantastique sur cette approche. Ne serait-ce que le plan du début, on voit carrément Léos Carax dans le plan en disant hey, vous avez regardé un film. C'est justement en fait cette possibilité qu'offre le film, c'est qu'il a conscience d'être un film. Donc à partir de là, il va totalement profiter du médium cinématographique, il va totalement profiter des codes pour s'amuser avec le montage, avec la lumière, avec la réalisation, pour t'offrir une expérience comme on en a rarement vécu cette année. Ah, et les musiques sont géniales. Les musiques sont vraiment superbes, qu'elles soient dansantes ou qu'elles soient mélancoliques. Je trouve que chacune de ces musiques est fantastique. Et voilà. Du coup, on va aborder le 7e film. En 7e position, Illusion perdue de Xavier Giannoli. Illusion perdue, c'est pas un film que j'attendais particulièrement. Je suis allé le voir parce que la bande-annonce me donnait envie, et aussi parce qu'il a fait un petit tour à la Mostra de Venise, et il a fait pas mal de bruit là-bas. Déjà, comme tous les films dont je parle depuis tout à l'heure, c'est un film qui fait plus de 2 heures. Ce que j'aime avec les films longs, c'est que tu peux avoir plein de personnages. Tu peux changer leur relation tout au long du film. Bon, bien sûr, tu peux le faire dans les films courts, mais là, encore plus. Et c'est un film qui a un rythme assez effréné. Illusion perdue, c'est exaltant parce que c'est un film d'époque, c'est un film avec de beaux costumes, avec de beaux décors, avec des personnages qui se font des coups bas. C'est merveilleusement écrit, enfin, les dialogues, vraiment, c'est du sucre pour les oreilles. Ça se dit pas du tout, mais je m'en fous. C'est du ping-pong verbal. Et j'ai vraiment trouvé le film très plaisant à suivre, exaltant. J'arrive pas à toucher du doigt
précisément ce que j'ai aimé dans ce film. J'arriverai mieux à le dire dans les autres. Mais en tout cas, voilà, Illusion perdue, ça a été vraiment un film coup de cœur que j'ai eu cette année. Et le film a pas mal plu, a pas mal fait parler de lui, et je suis très content de ça. Bref, là normalement on rentre dans les films sur lesquels j'ai un peu plus de choses à dire, ou en tout cas j'arrive mieux à m'exprimer. En 6ème position, Le Peuple Loup de Tom Moore et Ross Stewart. C'est un film qui techniquement est sorti en 2020, mais il est arrivé en 2021 en France. On a eu une sortie cinéma, et c'était merveilleux. C'est selon moi le plus beau film d'animation qu'on ait eu cette année, et c'est de la 2D. Et oui, parce qu'on a encore la possibilité d'aborder l'animation à travers le prisme de la 2D. Et ce film déjà te montre qu'il y a plein de manières de travailler l'animation. Là où je trouve que le film est très ingénieux, c'est dans son travail au niveau de la perspective, qui va correspondre du coup à la perspective, comment il a travaillé à l'époque, celle du 14e siècle, 14e, 15e. Merci les cours d'art. C'est une vraie leçon au niveau du chara design, de la manière dont tu vas traiter les personnages. Dans les films que j'ai cités précédemment, notamment dans Luca, on va retrouver cette notion, mais disons que dans la 2D, on peut pousser ce concept encore plus loin. Le chara design au niveau des personnages grands, petits, en losange, ronds, tout ça, c'est fantastique. Il y a vraiment une richesse visuelle dans ce film, et parfois le film va couper les dialogues, va totalement te laisser être transporté par la poésie de ce film, par son univers. Et voilà, je pense à la scène du rêve. Voilà, je pense que toute personne qui a vu ce film, même les gens qui n'ont pas aimé, au moins cette scène, c'est merveilleux. Ce film ne peut pas exister en dehors de l'animation. Et donc, quand un film d'animation arrive à atteindre ce stade-là, ça veut dire qu'il s'est déjà bien servi de l'animation et que c'est un pur film de cinéma qui vaut la peine d'être vu. Donc, ne serait-ce pour son approche, c'est un film qu'il faut voir. Parce qu'il ne va pas briller de par son scénario, mais vraiment par l'approche de son animation, qui est, encore une fois, fantastique. En 5ème position, Inside de Bo Burnham. Ça a été vraiment une claque. Quand on entend des gens parler de ce film, ils vont beaucoup parler de la musique, ils vont énormément parler de l'humour et du propos du film. Alors effectivement, c'est très cynique, c'est un humour qui me plaît particulièrement. Il va un petit peu descendre un petit peu tout le monde, lui y compris. Mais c'est pas tant sur ça que le film m'a plu, ni les musiques que évidemment depuis que j'ai vu le film j'écoute en boucle, notamment deux en particulier, celle de Jeff Bezos et celle du White Woman Instagram. Justement, White Woman Instagram correspond totalement à ce que je vais dire. Il y a une inventivité constante dans ce film. J'ai l'impression de l'avoir pas mal répété, mais dans ce film particulièrement, oui. Pour ceux qui ne savent pas de quoi parle le film, c'est avec Bo Burnham qui a sa caméra et un micro, et il est seul chez lui, et il va être enfermé pendant plusieurs mois, voire un an, si mes souvenirs sont bons, et il va faire son spectacle. Qui va correspondre des moments humoristiques et beaucoup de moments chantés. Toute la force du film, c'est que tu te rends compte que le mec, en étant seul chez lui, et dans une pièce qui n'est pas immense non plus, arrive à se réinventer constamment, à toujours te proposer une approche esthétique très très forte. Ça joue énormément avec le montage, avec la lumière, avec la réalisation. Et justement, je trouve que l'apothéose, c'est un petit peu dans White Woman Instagram, où même s'il va se moquer justement des comptes Instagram un petit peu candides, on va dire, et il va reprendre les codes esthétiques, bah force est de constater qu'il arrive vraiment à les maîtriser et à t'offrir pendant 3 minutes une suite de photos, vidéos merveilleuses. J'ai 3 superlatifs que je dis constamment. Quand j'ai fini, ça a été pour moi le film qui m'a donné le plus envie de créer et d'être inventif dans ma manière de filmer. Et aussi, c'est un film qui te prouve que t'as pas besoin de grand chose. Lui, il avait sa caméra, un projecteur
et une pièce, et à chaque fois il essaie de trouver une nouvelle manière de filmer, une nouvelle manière d'approcher son sujet. Donc ça te montre qu'avec 3 fois rien, tu peux vraiment t'en sortir. Ce qui compte, c'est ton imagination et l'angle et le point de vue que tu veux aborder. Contrairement à certaines personnes qui sont sorties du film très tristes, pour ma part, j'avais la pêche, il y avait un élan créatif qui était très communicatif et qui m'a du coup continuer envie de créer, même si effectivement le film va aborder des sujets assez durs. Et je pense qu'à mon avis, si t'es dans le mood, ça doit effectivement pas mal te porter. Bref, que ce soit au niveau du fond, mais surtout au niveau de la forme, j'ai trouvé ce film incroyable. C'est dispo sur Netflix et je vous encourage vivement à le voir si ce n'est pas déjà fait. Nous allons pouvoir aborder le 4e film, et ça fait énormément plaisir d'en parler, à l'abordage de Guillaume Braque. Je sais pas quel est le bordel qui s'est passé. Le film est d'abord sorti sur le site de Arte, puis il est passé sur Arte et enfin il est sorti en salle. Je comprends pas comment c'est possible grâce à la chronologie des médias. En tout cas, je suis très heureux d'avoir vu ce film qui est selon moi la comédie de l'année. C'est un film très léger, très frais, qui fait énormément de bien, qui fait vraiment rire. C'est un film qui me fait pleurer de rire à plusieurs moments. Et c'est un film qui te montre là encore une fois que la simplicité veut pas forcément dire que on va pas se servir de sa caméra, du médium cinématographique. Je me répète, mais c'est ce qui pour moi est le plus important dans l'approche du cinéma, c'est comment tu vas te servir du cinéma pour raconter ton histoire. Est-ce que vraiment le cinéma peut s'en servir? Et là, le film va énormément jouer avec, par exemple, les plans fixes. Guillaume Braque va te montrer que si tu crois en ce que tu filmes et si tu sais jouer avec le rythme, des plans fixes peuvent vraiment te créer le fou rire. Il y a 2 scènes particulièrement. Alors il y en a une, je sais plus s'il y a un plan fixe, ça serait la scène du dentier dans la tente, que j'ai trouvé hilarante et vraiment très simple en termes d'exécution, mais pourtant qui fonctionne beaucoup. Ou encore la scène de la montée en vélo. Il va pas y avoir de mouvement de caméra, c'est vraiment la caméra qui est posée sur un trépied et le trépied qui va suivre les personnages. Et pourtant, simplement avec ça, c'est suffisant pour créer le rire, pour créer le décalage, la situation comique. Et puis même outre ça, attention, mon wok, c'est pas du tout oppressif. On ne se moque jamais des personnages par rapport à l'appartenance, que ce soit de la couleur de peau, que ce soit leur milieu social, mais toujours par rapport à ce qu'ils sont au niveau de leur personnalité. Je pense aussi sur le fait que 2 des personnages principaux sont noirs, mais ça va jamais être pointé du doigt. Et ça va jamais être le point de ralliement, le point de moquerie du personnage. On va leur montrer soit parce qu'ils sont maladroits, soit parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, mais jamais ça va être lié à leur couleur de peau. Et c'est pour moi la plus grande force du film, c'est que outre son approche qui va être assez simple et légère, c'est un film qui aime ses personnages, va en rigoler gentiment et invite le spectateur à venir avec lui, parce que ça va se passer dans un camping en disant viens, on va passer une semaine ensemble, on va voir nos personnages évoluer, on va rire d'eux, mais on va passer un bon moment, puis ça va devenir de bons amis. Je suis vraiment content parce que même si le film n'a pas eu énormément d'entrées, il a eu beaucoup de bons retours. Si vous ne l'avez pas vu, parce que à cause de sa faible distribution, vous ne l'avez peut-être pas entendu, je vous encourage à voir ce film. C'est un film qui fait beaucoup de bien, qui est très drôle à voir, qui est léger et c'est le film dont on a le plus besoin, surtout dans la situation que nous vivons, qui est plutôt oppressante. Ne nous mentons pas. Du coup là c'est bon, j'ai fait le tour et on va aborder le top 3 et ce top 3 il me fait beaucoup plaisir et il est très beau à voir. En 3e position, Drive My Car de Ryosuke Hamaguchi. Si vous écoutez cette vidéo d'une oreille, que vous l'avez placée en fond, je vais vous demander quelques instants d'intention pour vous parler de Drive My Car. C'est selon moi le film de l'année. Ni plus ni moins. Il a notamment gagné le prix du scénario au Festival de Cannes et il le mérite amplement. Drive My Car, ça va suivre l'histoire d'un dramaturge. D'abord les 40 premières minutes de sa vie avec sa femme et ensuite un générique du début et là on va passer à l'intrigue principale du film, en tout cas les 2 actes qui vont suivre, qui vont faire 2h40. Ah oui, parce que c'est vrai, j'ai oublié de préciser, Drive My Car c'est un film japonais de 3 heures. Donc faut s'accrocher. Le sujet principal du film, son thème, c'est celle de la communication.
Et il va justement aborder la communication à travers plein de personnages et chacun va apporter un point de vue différent, que ce soit par rapport au non-dit, par rapport au deuil, par rapport à notre rapport aux autres. C'est un film où est-ce que ce personnage va monter une pièce de Tchekhov, si mes souvenirs sont bons. Parmi les personnes qu'il va rencontrer, il y a sa conductrice de voiture qui ne va pas parler pendant une bonne partie du film et qui au fur et à mesure va délier sa langue et commencer à parler un petit peu d'elle, de son passé, et on se rend compte qu'elle n'a pas vécu des choses très marrantes. Il va y avoir une personne réellement muette qui va s'exprimer par la langue des signes. Il y a quelqu'un qui est étranger, donc du coup qui n'a pas la même langue que les autres personnages du film. C'est une approche très intelligente pour parler de la communication, parce que c'est plein de personnages qui, à différents stades, n'arrivent pas à communiquer avec les autres, soit par eux-mêmes, soit par rapport à leur handicap. Et le film va te montrer comment progressivement ils vont essayer de surmonter ces barrières. Et surtout pour parler de choses qui concernent les personnages, en tout cas ceux qui peuvent communiquer mais qui ne le font pas, ceux qui sont touchés ou de par la dépression ou de par un deuil qui leur pèse. Je trouve la thématique vraiment très très belle au niveau de cela. Je me rappelle quand j'étais sorti du film, dont le dernier acte, les 30-20 dernières minutes sont bouleversantes, je m'étais dit c'est un film pour les âmes en peine. C'est un film qui fait beaucoup de bien parce que pendant 3 heures on va suivre cet homme, sa relation au monde, cette envie de quand même, malgré notre passé, malgré nos poids, malgré nos échecs, comment on continue d'aller de l'avant. Comment l'art aussi peut être une aide, parce que quand même si la plupart de ces personnes arrivent à aller de l'avant, arrivent à parler, c'est grâce à la pièce de théâtre. Et j'ai plus de merde. Non, la cheminée. Oh là là. Oh, ça fait plus d'1 heure que je tourne. Mon Dieu. Bref. C'est un film qui est très juste, qui est très touchant et qui est selon moi le film de l'année. Donc voilà, si vous ne devriez retenir qu'un film de ce top, c'est Drive My Car. C'est le film à voir absolument. Si jamais il y a une ressortie pas loin de chez vous, prenez 3 heures, regardez ce film et tapez-moi si vous ne l'aimez pas. Mais vraiment, c'est merveilleux, c'est le meilleur film de l'année et c'est à voir absolument. Ce n'est pas mon film préféré de cette année. Il y a eu 2 autres films qui m'ont plus touché. C'est de ces 2 autres films dont nous allons parler. En numéro 2, Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Trulli. Comme je vous ai dit en début de vidéo, le cinéma français a été très riche cette année. Et Gagarine, c'est mon film français préféré de cette année. Parce que l'approche qu'il va avoir est sublime. Gagarine, évidemment en référence à Yuri Gagarin, l'astronaute russe, fait référence à la cité Gagarine qui existe réellement et qui du coup a été inaugurée par Yuri Gagarin et qui se voit sur le déclin et qui va être contrainte de virer ses habitants pour être détruite. On va suivre le personnage de Yuri qui lui refuse catégoriquement ça et on va le voir en fait se démener et essayer de rendre cette cité vivable et il va se rendre compte qu'il est un petit peu seul parmi ses amis à vraiment essayer de sauver les meubles et il va pas y réussir. C'est pas un spoil, parce que ça c'est toute la première partie du film, et après le film va plonger dans une deuxième partie. Et alors j'ai beaucoup aimé la première partie, mais alors vraiment dans cette deuxième partie, le film va plus ou moins quitter sa narration pour offrir une expérience narrative, onirique, qui va être plein de moments totalement suspendus, peu de personnages sont là, et vraiment tu vas le voir évoluer dans cette cité qui est du coup vidée de ses habitants. Il y a une poésie dans ce film, je vais parler de la photographie qui est incroyable, il y a vraiment certains plans, une approche esthétique assez folle dans ce film, et c'est vraiment des moments suspendus. Quelqu'un sur Twitter avait dit il y a une approche un petit peu à la Tarkovsky, et je suis plutôt d'accord. Bon, sans pour autant être comparé à Tarkovsky, être du même niveau, parce que c'est pas du tout la même approche ni la même volonté. Le film réussit à avoir cette lenteur. C'est un film qui, à son échelle,
peut être considéré comme du cinéma contemplatif dans sa deuxième partie. Et j'ai trouvé l'approche vraiment très très belle, poétique et onirique. C'est pas le genre de film qu'on a l'habitude de voir et ça fait énormément de bien. Gagarine, c'est la merveille que nous a sorti le cinéma français cette année. Ça a été vraiment la petite pépite. Et puis même, ouais, c'est vrai, ça me revient là maintenant, la bande originale et je trouve très belle. Et il m'a semblé que le film, à travers sa bande originale et même à travers certains plans, faisait allusion à l'un de mes films préférés, à savoir Koyaanis Katsi, dans sa manière de filmer le bâtiment, et même au niveau de sa musique. Certaines me fait penser à du Philip Glass, ou en tout cas à du Hans Zimmer qui reprend du Philip Glass dans Interstellar. Je peux comprendre que les gens passent à côté de ce film, mais vraiment, offrez-lui une chance, voire peut-être une seconde chance si vous l'avez déjà vu. Des films comme ça, on n'en voit pas assez. De ce que j'ai compris, la cité a vraiment été détruite ou était en cours de destruction pendant le tournage, donc ça fait un film assez méta. Non, vraiment, Gagarine, ça a été un immense coup de cœur. Je suis assez triste que le film n'a pas de sortie Blu-ray, parce que malheureusement, il n'y a pas assez de succès. Je me répète, Gagarine, mon film français préféré de cette année, et j'ai adoré l'approche. Et enfin, on va parler du numéro 1. Si vous me connaissez, vous savez lequel c'est, donc je vais pas faire de surprise. Numéro 1, Wendy de Bad Zatlin. J'ai un rapport très particulier avec ce film. Je reconnais totalement que c'est pas le meilleur film de l'année, que c'est pas un des meilleurs films de l'année. Il n'y a aucun souci. Mais ce film m'a touché, mais à un point, quand le film s'est fini, j'étais en larmes, j'ai pleuré durant tout le générique. Je suis allé voir le film sans rien savoir. J'ai juste vu cette affiche que je trouve magnifique. J'étais seul dans la salle. Et quelques mois plus tard, le cinéma dans lequel je suis allé le voir m'a offert l'affiche. Parce qu'il savait que j'avais adoré le film. Et aussi, j'ai participé pour la première fois à un concours sur Twitter, chose que je ne fais jamais, pour gagner ce film. Et voilà. Vraiment, bon, déjà, outre ça, il se passe quelque chose, mais du coup, quand je suis allé voir ce film, je savais pas trop de quoi ça parlait. Le film, en fait, est une réécriture modernisée du conte de Peter Pan. En fait, c'est un petit peu une origin story à l'univers de Peter Pan. Il y a des choses qui existent déjà, genre Peter Pan et le fait de pouvoir voler. Mais après, le reste, c'est à découvrir. Si j'ai tant aimé ce film, c'est pas tant pour voilà, le scénario que je trouve vraiment bien écrit ou les acteurs que je trouve très touchants, c'est que si on me demandait à l'heure actuelle de réaliser un film, de faire un film, on me dit tiens voilà, t'as l'argent, tu fais le film que tu veux, ben je pense qu'il ressemblerait à ce film. Il y a énormément dans ce film qui correspond à la manière dont je veux faire des films. Il y a deux choses en particulier. Déjà, il y a une thématique qui me touche énormément. Alors, peut-être pas particulièrement celle que je veux aborder, mais c'est une thématique qui me touche beaucoup, alors que pourtant je suis jeune, c'est celle du temps qui passe. C'est un petit peu ma corde sensible. Ça veut dire que si tu arrives à bien maîtriser le truc, tu peux facilement me faire pleurer avec, ou peu importe l'émotion que tu recherches. C'est pour vous dire à quel point Old s'est raté. Parce que j'ai vraiment passé un très mauvais moment devant, je trouvais ça très mauvais, alors que pourtant c'est toutes les thématiques de Old. Mais là dans Wendy, c'est fait avec beaucoup de poésie, encore une fois ce mot, ben oui parce que c'est tout le propos de Peter Pan. Peter Pan c'est le garçon qui veut pas grandir, oui mais comment ça se fait qu'il y a des adultes dans le pays imaginaire? Bah on va t'expliquer pour ça. Le thème est fait avec beaucoup de finesse. Et là du coup au niveau de l'approche esthétique, au niveau de la forme, une scène que je trouve vraiment qui m'a pris aux tripes et le cœur qui allait avec, c'était la découverte de l'île. Parce que du coup, Wendy va découvrir le pays imaginaire qui, là dans le film, s'avère être une île lointaine. Et du coup, elle va découvrir un petit peu l'île, donc les enfants perdus, comment ça fonctionne, la manière dont le film va montrer l'île, c'est très sensoriel. Il y a une approche très sensorielle, déjà d'un point de vue sonore, donc c'est pour ça si vous le voyez, essayez de le voir dans les meilleures conditions possibles, parce que le film veut vraiment t'immerger. Il y a vraiment un côté organique dans ce film, déjà qui
comme je vous l'ai dit, va renforcer l'immersion que tu vas avoir, parce que c'est quand même un conte fantastique initial de base, donc il faut que tu arrives à y croire, et le film va tout faire pour que tu y crois. Cette approche organique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que de mon côté, je fais beaucoup de photos, et j'aime justement avoir un côté organique, textural, comme si on pouvait toucher à travers la pellicule, la photo, que ce soit la peau, l'objet, la matière. Et Wendy, c'est totalement ça, c'est vraiment un film où à chaque plan, tu as l'impression que tu peux toucher l'eau, tu peux toucher l'herbe sur laquelle courent les enfants. C'est d'une beauté, c'est un film merveilleux. Je comprends totalement que des gens puissent être passés à côté, parce que quand je suis sorti, je me suis dit c'est bon, c'est le film de l'année, allez tous le voir. J'en ai mis Sylvain, je sais pas si tu vas voir cette vidéo, je te salue. Lui, il a pas du tout aimé le film. C'est un film qui m'est très personnel. Je suis extrêmement heureux que ce film existe et que j'ai pu le voir. Imaginez, c'est comme si c'est vous qui vous faisiez votre propre cadeau. Tu dis voilà, je trouve ça fou que de l'autre côté du globe, il y a un type qui a fait un film qui correspond exactement à la manière dont je veux faire des films. Et je trouve ça fou de se dire que le cinéma offre cette possibilité à des créateurs de s'exprimer et de pouvoir toucher d'autres personnes qui ont les mêmes sensibilités, peu importe leur origine, peu importe leur endroit dans le monde, et peu importe l'époque, parce que bon, forcément il y a des films qui me touchent de différentes époques. J'étais dans les parfaites conditions pour le voir, j'étais seul, j'ai partagé un moment avec ce film, et ça a été la plus belle séance que j'ai vécue cette année. Ça a été le film qui m'a le plus touché. C'est un film où je vais très vite dépasser la technique, parce que c'est le cœur qui parle. C'est beau, c'est d'une beauté ce film. Je sais pas si vous allez particulièrement aimer ce film, si vous allez partager les mêmes sentiments que j'ai envers ce film. En tout cas pour ma part, je suis vraiment heureux que ce film existe et que j'ai cette possibilité de pouvoir le revoir. Enfin voilà, il se passe vraiment quelque chose entre ce film et moi. C'est beau. Voilà. Et c'est sur cette note pleine de douceur que cette vidéo va s'achever. Je suis désolé si c'était brouillon parfois. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais en tout cas, voilà, je suis très heureux d'avoir parlé de ces films. J'avais envie d'en parler vraiment de vive voix, surtout de Wendy, qui, comme vous l'avez compris, est un film que j'ai énormément aimé. Et je suis content parce que vraiment, des fois, rester à l'écrit ou juste dire bah voilà, ça c'est les 10 films que j'ai aimés, ça suffit pas. Des fois, il y a besoin d'aller au-delà de ça, d'exprimer un petit peu ses sentiments. Et Wendy, c'est totalement pourquoi j'aime le cinéma et pourquoi j'aime les films et pourquoi j'ai envie de faire des films du cinéma. Bref, l'année 2022 s'annonce très belle, là encore, en termes de cinéma. Donc, prenez soin de vous, allez voir des films, passez une bonne année. Bon courage, on espère que ça va aller mieux. Pour ma part, j'ai passé une très belle année 2021 et 2022 s'annonce sous plein de belles augures. Je vous fais des bisous et merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Salut.